Désolé, la table est trop lente. Salut à tous. Salut Trésor. Salut à tous, j'espère que ça va. Comment tu vas toi ? Bon, en vrai ça va, on revient de la maladie là, donc ça fait kiffer. Tu t'en sors ? Voilà. Et toi ? Bah ça va, écoute. Sujet pointu aujourd'hui. Ouais. On va toucher un peu à la psychologie. Ouais. Est-ce que c'est notre domaine d'étude ? Un petit peu, mais bon, Vite fait, ouais. ça sort un peu du cadre. Bon, Ouais. du coup, on va essayer de vous présenter, vous l'avez vu dans le titre, mais on va essayer de vous présenter un maximum de faits en fait pour que vous fassiez votre avis vous-même. Mais addiction au sucre, c'est un gros mot. En vrai, c'est un gros mot. Et on le voit beaucoup passer sur les réseaux. Donc, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Est-ce qu'on peut s'essayer à la définition de ces termes-là pour qu'on parte tous sur un pied d'égalité ? Déjà, pour les sucres, très simple. Comment est-ce qu'on peut définir les sucres très rapidement ? Bah, je sais pas si on l'a défini enfin, je sais pas comment dire, en scientifique ou physiologie, ou simplement, je sais pas, comme tu préfères. Disons que les sucres, ça relève d'une grande famille de macronutriments, les glucides, et que là, dans tout ce qui est étudié, on se concentre plus sur des produits à IG plutôt élevés, donc des produits avec peu de fibres, des sucres simples et rapides à assimiler, quoi. Et puis là, généralement, je pense, en tout cas, c'est ce qui est retrouvé généralement dans les études, et il y a même une étude que je pourrais expliquer après, mais je pense qu'il parle quand même majoritairement du saccharose. Donc c'est un composé qui est composé de glucose et de fructose, et du coup c'est un composé organique, donc voilà, c'est du sucre de table en gros. Ouais, bon, très simple. Du coup, pour la définition du sucre, la définition peut-être un peu plus chaude, c'est l'addiction. Et rien que par la définition, en fait, on peut arriver à pas mal d'éléments de réponse par rapport à cette problématique-là. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par addiction d'après toi ? Bah, généralement, ça va être dans un comportement et ça va être un trouble addictif, donc c'est plus un trouble mental qui va se refléter justement par des activations au niveau cérébral. Donc c'est entre guillemets dans une incapacité, je dirais peut-être de choisir ou peut-être de s'empêcher de renoncer. Choisir, de renoncer à certaines choses. Donc voilà, mais comme là tu l'as bien mis. Ouais, là sous les yeux on a la définition de l'OMS, mais justement par rapport à ce que tu disais toi, l'addiction elle n'est pas seulement à des comportements, tu vois, il y a l'addiction comportementale, mais elle est aussi à des substances, et c'est pour ça que l'addiction au sucre elle est compliquée, c'est que on sait pas trop de quoi ça relève. On sait pas si c'est une addiction comportementale ou si c'est une addiction à la substance en elle-même, et on va essayer de vous présenter des arguments qui permettraient de répondre à ça en partie. Mais donc l'addiction, c'est un terme médical en vrai, qui relève de plein de critères d'évaluation, de critères de diagnostic. Et c'est pour ça que c'est un terme qu'il faut prendre avec sérieux, avec des pincettes, et qu'actuellement on se pose la question de est-ce qu'il y a une addiction au sucre ? Donc vraiment, dites-vous que nous on se place comme ça, on essaie de répondre à cette question-là. Et sachez qu'actuellement, il y a encore peu de données concluantes sur le sujet, mais on a des pistes de réflexion intéressantes à présenter. Donc, parmi les arguments pour, on peut faire très simple, on peut juste regarder les critères diagnostiques du DSM-5. Le DSM-5, est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est ? C'est un manuel qui a été fait, je crois, par l'Association américaine de psychiatrie. Du coup, ils ont déterminé des critères spécifiques basés aussi sur la science pour déterminer justement un comportement ou une addiction. Il n'y a pas que ça en soi dans le DSM-5, il n'y a pas que l'addiction, il y a aussi les troubles du comportement, les troubles mentaux, il y a plusieurs choses. Et je sais aussi que, parce que là on parle du DSM, mais il y a aussi une section qui a été créée pour l'alimentation et le comportement addictif alimentaire basé sur le DSM-5, et normalement c'est le classement YFAS. Donc il y a le Food Addiction Scale, je crois, c'est un truc comme ça,
ou Food Alimentation, je sais plus. On pourra le retrouver. Et du coup, ça, c'était vraiment aussi des critères qui étaient basés sur vraiment le comportement alimentaire et reliés à l'alimentation. Alors que là, je pense que c'est plus général, ça concerne pas forcément l'alimentation. Désolé, je vous coupe. Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte au chat, s'il te plaît? Ah oui. Ouais, d'ailleurs, on est en plein travaux dans la baraque, donc désolé si le son est pas correct. Mais on va faire au mieux pour proposer quelque chose d'audible, en tout cas au moins audible. Ouais, du coup, pour le DSM-5, voilà les bases sur lesquelles on peut se reposer. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est niveau de recherche éclaté, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Si on fait un CTRL F et qu'on tape le mot sucre dans le DSM-5, on tombe dessus une fois. Une fois. C'est-à-dire qu'actuellement, on parle pas ou peu du sucre dans le DSM-5. Parce que, comme tu l'as dit, il faut une étude à part, en tout cas, des comportements autour de l'alimentation. Donc, il n'y a pas d'addiction au sucre dont on parle directement dans le DSM-5. Pareil pour les glucides et tout ça. Donc, premier point intéressant. Pour autant, il y a des critères d'évaluation de juste l'addiction. Et oui, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le DSM-5 date de 2013, 2015. 2015. Ouais. En tout cas, ça commence à dater. Donc, c'est pour ça que l'étude juste de ce document-là, de ce manuel-là, ne suffit pas à répondre à la question du jour. Mais donc, le terme d'addiction pour l'alimentation, j'ai vu passer qu'apparemment, on en parlait seulement depuis 1956, et qu'à l'origine, c'était même pas pour des produits ultra transformés, des produits très sucrés ou très gras, très salés. C'était pour des produits de base, des pommes de terre, du lait, même des œufs. Alors, je sais plus trop dans quel contexte, mais juste pour vous dire que ça fait finalement quand même pas mal de temps qu'on se pose la question, et qu'on essaie de mettre ça en relation avec le critère d'évaluation de l'addiction aux drogues. Et on va voir du coup, quand on compare un petit peu les deux comportements, les deux voies dopaminergiques employées par et l'alimentation, plutôt le sucre, et les drogues, c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc, si on reprend des critères du diagnostic du DSM-5, je sais pas si je vais mettre directement en description, mais vous pouvez aller lire cette partie-là, on se rend compte que, effectivement, on peut se retrouver à associer ça au sucre et à finalement se diagnostiquer une addiction faible à modérée au sucre. La première erreur dans ce raisonnement-là, finalement, c'est que l'autodiagnostic n'est jamais fiable. On vous invite, si vraiment vous considérez que c'est un problème pathologique, à consulter un professionnel qui saura faire les pour et les contre de tout ce que vous évaluez parmi ces critères-là. Donc ça peut être un médecin, ça peut être un psychiatre, mais donc nous, juste par l'autodiagnostic, on ne peut pas arriver à des conclusions pareilles. Donc ça, c'est la première limite de cet argument pour. Je ne sais pas si tu avais d'autres arguments pour en tête. Le fait de parler de l'addiction au sucre. J'avais un petit truc sur les modèles murins, je sais pas toi. Moi, j'avais eu une étude sur laquelle beaucoup de gens se sont basés, et je pense qu'elle était passée aussi sur Arte. C'était sur un reportage autour de l'obésité, et ils avaient essayé de déterminer un petit peu les comportements addictifs, sauf que cette étude, elle avait été faite sur des rats. Donc ça, je pense que tu l'avais déjà dit un moment, mais il faut quand même faire attention parfois, d'essayer de mettre des liens de causalité et de rapprocher un petit peu les résultats qu'on leur trouve sur les animaux, sur l'humain. Mais en fait, ce qu'ils avaient essayé d'analyser, c'était en gros différencier différentes substances. Donc je crois qu'il y avait de l'eau sucrée avec de la saccharine. Il y avait une eau qui était aussi avec des édulcorants et qui était sans calories. Et il y avait de la cocaïne. Donc je pense que ça, vous avez dû déjà le voir. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à la fin, les rats avaient tendance justement à se diriger beaucoup. Et je pense que c'était même un haut pourcentage, 90 ou 95%. Vers l'eau qui contenait justement de la saccharine, et ils avaient même aussi remarqué que lorsqu'on ajoutait du saccharose, donc cette fois-ci du sucre de table, il y avait le même comportement. Et du coup, ils en étaient arrivés à la conclusion que le sucre provoquait un comportement addictif qui était similaire à la cocaïne. Et je pense que ça a été un argument qui a été vraiment utilisé et réutilisé par beaucoup de coachs et même de personnes. Et même à la fin, en fait, ce que je me souviens, c'est qu'ils avaient justement fait un rapprochement avec l'humain. Et ils avaient dit que dans nos gènes,
on avait des prédispositions à être addict au sucre. Encore une fois, je sais pas du tout comment ils en sont arrivés à cette conclusion parce que c'est complexe. Enfin, en tout cas, quand on voit le comportement, entre guillemets, peut-être passé de l'être humain, c'est pas forcément des choses que l'on peut retrouver. Encore une fois, c'est compliqué, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont basés sur ce papier-là, et peut-être que toi, t'en as trouvé un autre, mais en tout cas, c'était un des arguments favorables. Bah ouais, moi c'était ça en fait. Ce qui était mis en avant, c'était pas mal d'études sur des modèles murins, donc exactement ça, hein, les rats, les souris. Mais on se rend compte que vraiment, enfin, c'est pas un niveau de preuve suffisant. On peut pas rapporter tous les résultats qu'on a sur ce type d'études à l'être humain. Et puis, si on compare, alors je vais m'y essayer, mais je suis pas dans mon domaine d'expertise là, mais je vais m'y essayer. Si on compare un petit peu les réponses dopaminergiques au fait de s'exposer à la cocaïne ou de s'exposer à du sucre, on se rend compte qu'on est à 45% de réponses dopaminergiques amplifiées par le sucre, ce qui est déjà conséquent, versus 200, 300 ou même 500%, j'ai plus le chiffre en tête sous les yeux, pour la cocaïne. Donc déjà, il y a une grande différence d'ampleur, mais en plus, c'est pas tout à fait les mêmes procédés, et là, on est un petit peu dans le flou parce que ce qui est impliqué dans le système de récompense, ou en tout cas dans cette voie-là, c'était le noyau accumbens. Et il s'avère que pour le sucre, c'est vraiment le cœur de ce noyau qui est impliqué, alors que pour la cocaïne, je crois que c'était la cocaïne qui était étudiée, c'était la coquille de ce noyau-là. Donc ça veut dire que là, on fait face à juste une zone de flou, où on voit que c'est pas tout à fait la même chose. On sait pas trop ce que ça implique, mais en tout cas, c'est pas tout à fait la même voie. Et ça, du coup, ça nous permet, en tout cas, ça nous pousse à différencier l'addiction au sucre de l'addiction à des substances dopantes. Et c'est pour ça que faites attention. Euh, Si vous étudiez l'addiction au sucre et que vous allez voir des définitions de l'addiction, des critères de diagnostic d'addiction, et que vous tombez que sur des études d'addiction à des drogues, en fait, vous faites une première erreur de base juste sur votre raisonnement, à savoir que l'addiction au sucre et l'addiction à la drogue n'est pas la même chose, ne s'évalue pas de la même manière, et donc vous ne pouvez pas tirer des conclusions, comme on l'a dit au début avec les 11 critères du DSM-5, sur une potentielle addiction au sucre quand on les compare à des critères d'évaluation d'addiction à la drogue. Donc voilà, un petit point important, juste sur la méthodologie de recherche que vous pouvez employer. Si vous voulez aussi, j'y pense, mais j'ai lu un colloque intéressant. Je préfère vous mettre ça en avant parce que c'est peut-être un peu plus digeste qu'une étude scientifique, mais un colloque qui permet de retracer les quelques réflexions qu'on s'est fait sur le sujet, donc je le mettrai en description. Pareil, Trésor, si tu as des refs, n'hésite pas à les partager. Mais donc voilà moi pour les arguments favorables que j'ai trouvés. Après, j'ai pas pris le temps d'étudier ça, mais ça relève aussi beaucoup de l'expérience personnelle, j'ai l'impression. Et ça, c'est un petit peu compliqué d'en rendre compte euh, scientifiquement, ou en tout cas dans une étude un peu plus rigoureuse de ces cohortes-là, de gens qui rapportent avoir une addiction au sucre. Mais vous pouvez le voir sur les réseaux, il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui coupent ça et qui associent beaucoup de bienfaits. Mais encore une fois, c'est compliqué de tirer des conclusions générales à partir de une personne. Il faut essayer de ne pas tomber dans ce biais-là. Il y a beaucoup de biais dans lesquels il ne faut pas tomber, mais ça en fait partie. Sinon, non, moi, j'ai pas trouvé d'autres arguments pour. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Non. Alors, maintenant, dans les arguments contre, même si on l'a déjà un peu entamé, qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Du coup, moi, j'ai plusieurs papiers par rapport à ça. Euh, J'en ai un déjà que je trouvais vachement intéressant. Je crois qu'il avait été fait en 2017. Et du coup, là, ce qui était intéressant, c'est ils s'étaient basés sur le DSM-5 et les critères aussi du YFAS, donc le classement, pour déterminer un petit peu à quel point justement comment dire, les participants répondaient à ces critères et du coup à quel point on pouvait déterminer un comportement addictif. Et en gros, ils avaient tout simplement proposé différentes catégories d'aliments. Donc il y avait des aliments qui étaient sucrés, il y avait des aliments qui étaient salés et il y avait des aliments qui étaient sucrés et gras, et il y avait aussi des aliments qui étaient salés et gras. Et en fait c'était un système d'enchères. Donc en gros le but c'était qu'en fait les participants devaient mettre
le plus de sommes, enfin ils devaient estimer à quel point ils étaient prêts à payer pour un aliment spécifique. Et en fait, on s'était rendu compte à la fin de l'étude que 80% déjà, 95% je pense, des participants avaient l'impression d'avoir une sorte de compulsion un petit peu alimentaire, c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être un sentiment un petit peu addictif envers certaines catégories, mais en fait on s'était rendu compte que 12,5% répondaient réellement aux critères YKFAS, donc en gros il y avait un faible pourcentage qui répondait à ces critères d'addiction. Et dans le pourcentage global, on remarquait que généralement 30% à peu près se dirigeaient et étaient prêts à payer beaucoup plus pour des aliments qui étaient salés et gras. 25% à peu près, c'était le cas aussi pour les aliments qui étaient sucrés et gras. Et on remarquait que c'est à peu près 5% pour des aliments qui étaient uniquement sucrés. Donc en fait, il y avait un très faible niveau de preuve allant dans la direction justement de l'addiction au sucre. Et ils étaient arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas du tout, en fonction de ces résultats, arriver à la conclusion que le sucre en lui-même, la substance isolée, pouvait créer de l'addiction. Donc ça déjà, c'était intéressant. La deuxième étude que j'avais trouvée intéressante, c'était par rapport justement à l'évaluation aussi de ce qui pouvait créer un potentiel comportement addictif et vers quoi en fait les participants pouvaient se diriger, étaient prêts justement à payer. Et on se rendait compte qu'il y avait quand même une haute corrélation avec les aliments qui étaient à densité énergétique assez élevée. Donc c'est entre guillemets, pour expliquer la densité énergétique, c'est tout simplement un apport calorique par rapport à la quantité de l'aliment. Donc je sais pas, admettons, vous avez 20 grammes de pommes, c'est la quantité de calories que vous allez avoir par rapport à ces 20 grammes, et du coup on va déterminer un petit peu la densité de ces calories par rapport au grammage. Donc plus un aliment va être faible en grammes et il va avoir un haut apport calorique, plus il va avoir une densité énergétique qui va être élevée. Donc admettons, je sais pas, un Kinder, ça peut avoir une densité énergétique élevée parce que un Kinder c'est petit et vous avez un apport calorique qui est assez important. Donc en fait on se rendait compte que les gens étaient prêts à payer plus pour des aliments qui avaient une densité énergétique qui était plus élevée, et en même temps en fait on remarquait qu'ils avaient plus de difficultés à estimer l'apport calorique de certains aliments, et on remarquait que c'était quand même majoritairement les aliments qui étaient uniquement sucrés, et donc en fait c'était assez compliqué, mais en fait malgré en fait cette estimation assez compliquée, les gens quand même se dirigeaient toujours vers des aliments qui étaient gras et salés, ou gras et sucrés. Donc ça c'était intéressant aussi, ils étaient arrivés à la même conclusion qu'on ne pouvait pas se baser en tout cas sur ces résultats pour déterminer une addiction au sucre. Et la dernière étude aussi qui était intéressante, là c'était je crois 39 ou 38 catégories d'aliments qui étaient réparties un petit peu différemment, et en gros c'était un peu le même principe, hein. Il y avait justement des aliments qui étaient riches en sucre, riches en graisse et en sucre, riches en sel et en sucre, et en fait on avait essayé par plusieurs catégories. Donc il y avait l'appréciation de l'aliment, il y avait finalement aussi un IRM fonctionnel. Donc en fait on essaie d'évaluer un petit peu les zones du cerveau qui étaient activées et qui pouvaient prédire aussi un certain comportement et une certaine prise de décision. Et il y avait aussi les enchères, donc à quel point la participant était prêt à payer un prix assez élevé pour acheter l'aliment. Et en fait on se rendait compte que par rapport à tous ces critères, pour l'appréciation il n'y avait pas énormément de différence, mais quand même il y avait on va dire une légère augmentation par rapport aux aliments qui étaient riches en graisse, en sucre, et riches en sel et en graisse. Par rapport aux zones du cerveau, t'en as parlé, il y avait justement le noyau accumbens, mais là justement il parlait du striatum. Donc c'était en gros une zone du cerveau qui était vraiment impliquée dans la prise de décision, et aussi le cortex préfrontal, médio-ventral ou dorsal. Et c'était aussi pareil, hein, c'était justement une zone qui était assez impliquée dans la prise de décision, et on remarquait qu'elle était vraiment active dans le cadre justement d'aliments qui étaient riches en sucre et en matières grasses, et aussi par rapport en sel. Et en fait ils étaient arrivés à la conclusion aussi que en fait on remarquait que c'était plus un ensemble plutôt que le sucre. Et c'est vrai qu'on peut retrouver généralement dans la littérature ce qu'on appelle le bliss point. En gros c'est juste un ensemble de composés, donc que ce soit de lipides, de glucides, de protéines, etc., qui vont créer justement une appétence plus importante pour l'aliment. Mais on remarque que si on isole à chaque fois
un composé, c'est compliqué de se retrouver dans un comportement addictif. Et après, c'est vrai, c'est ce que j'avais notifié aussi, je pense, dans mon post, c'était par rapport au comportement, parce qu'on remarquait que, par exemple, des comportements compulsifs, ça pouvait être lié aussi à un environnement qui était peut-être un peu restrictif, de frustration. Donc parfois en fait c'était compliqué de déterminer l'addiction par rapport à ça parce que c'était juste le reflet de potentiels troubles du comportement alimentaire ou de restrictions qui étaient mises en avant. Donc il fallait prendre des pincettes. Mais en tout cas de manière générale, actuellement si on veut une réponse claire, il n'y a rien du tout en tout cas à ma connaissance et de ce que j'ai vu qui permettent de justifier qu'il y a une addiction à un produit uniquement composé de sucre. Et puis c'est vrai que Clément Noblet le disait et je trouvais ça intéressant. Je pense pas et je pense pas que ça arrivera, mais si on vous présente un carré de sucre, je pense pas que vous allez justement, c'est un argument assez bête, mais vous allez pas vous jeter sur le carré de sucre. Je connais personne qui mange ces carrés de sucre chez lui. Ça paraît bizarre, donc généralement, vous vous jetez sur des cookies, des choses assez spécifiques, mais c'est jamais des aliments qui sont uniquement sucrés. Donc voilà. Bon, finalement, tous les arguments que tu mets en avant, toutes les études que tu as mis en avant, ça ouvre la voie à des réflexions sur des addictions peut-être un peu plus globales, plus générales. Et tu as bien fait de le mettre en avant, j'ai vu passer ça, j'ai lu ça aussi. C'est compliqué de définir l'addiction de manière isolée, de mettre en place des critères par rapport à celle-ci, quand on est aussi en réflexion sur l'évaluation et la mise en place de certains critères à propos des troubles de la conduite alimentaire. Et on se rend compte qu'il y a quand même un lien où qu'il y a, ça se mélange un petit peu tout ça. Et moi j'avais vu passer un truc intéressant d'ailleurs, c'était aussi par rapport aux troubles de la conduite alimentaire, c'était que il y avait un semblant de lien entre un IMC élevé et l'observation d'une plus grande proportion de personnes qui avaient des troubles de la conduite alimentaire proches de ce qu'on peut, si jamais on le fait, identifier comme une addiction au sucre ou à des produits plus sucrés, plus gras et plus salés. Parce qu'effectivement, la réflexion dans tout ce que j'ai lu s'étendait vite à des produits surtout gras, en tout cas. Et même dans une étude où ils faisaient de la neuroimagerie, ils essayaient de comprendre un petit peu comment ça s'observait et ce à quoi pensaient les gens quand on leur disait pense à un aliment qui te fait envie et qui peut mener à des compulsions. Effectivement, ça se tournait pas vers des produits uniquement sucrés, mais des produits un peu plus transformés, un peu plus élaborés, qui reposaient beaucoup sur la graisse. Donc ça, c'est quelque chose que tu as dit et que tu fais bien de mentionner. Donc, tu as un peu conclu le podcast, mais on peut continuer quand même à pousser tout ça. L'addiction, alors j'ai pas eu le temps de creuser ça, mais j'aurais bien aimé avoir une réponse. L'addiction, elle s'est définie à l'origine. Pourquoi ? Pour des drogues. Ouais. Donc la plupart de nos réflexions et des études du sujet, ou en tout cas des définitions de l'addiction, reposent sur des drogues. Et en fait, le danger qu'il y a derrière tout ça, c'est que on peut pas laisser une formulation un peu de branleur, désolé, mais on peut pas laisser se faire un glissement sémantique pareil à partir d'une notion où c'est juste le grand public qui décide de si l'addiction s'applique aux drogues ou au sucre. Il faut une recherche plus rigoureuse à ce sujet-là. Donc, on ne peut pas décréter qu'il y a une addiction au sucre et commencer à entraîner plein de choses qui ne seraient pas forcément positives. Et c'est sur ça qu'il faudrait qu'on conclue. En plus de dire qu'il n'y a pas d'addiction au sucre, c'est pourquoi c'est important de dire qu'il n'y a pas d'addiction au sucre. Et ça, du coup, on s'efforce de mettre en avant ça parce que sinon, c'est vrai que ça fait un contenu un peu abstrait, un peu compliqué avec beaucoup de réflexions sur de la recherche scientifique et tout ça. Mais Trésor, pourquoi est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui se disent il y a de l'addiction au sucre ? C'est plus par le comportement que ça va créer par la suite. Hein. Donc c'est des comportements qui vont être liés à la peur et peut-être à l'évitement aussi. Hein. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans le sport finalement. Mais du coup, on va éviter un petit peu plus certains aliments. On va catégoriser beaucoup plus facilement aussi les aliments. Et du coup, ça amène
généralement, ou pas généralement, mais des fois, pas forcément à des troubles du comportement alimentaire, mais en tout cas, euh, comment elle appelait ça parce qu'il y a Nancy qui en parlait beaucoup, mais je crois que c'est une vision un peu biaisée, mais elle avait un mot spécifique que je trouvais intéressant. Euh, une altération quoi, enfin visuelle un petit peu de l'alimentation. Et du coup, en fait, ça mène à des comportements aussi favorables à ces troubles et à ces troubles mentaux aussi. Et à une certaine restriction, frustration aussi. Donc en soi, il faut faire attention à ce que l'on dit et ne pas créer plus de peur alors qu'en soi, les résultats ne soutiennent pas ces affirmations. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu la conclusion qui était mise en avant dans le colloque que vous trouvez en description. C'est finalement, parler d'addiction au sucre, ça crée juste un environnement anxiogène qui n'est pas nécessaire. Ça peut renforcer des croyances qui poussent à des comportements qui sont vraiment nocifs et vraiment pathologiques. Donc finalement, gardez de ce podcast que le sucre n'est pas interdit, quelle que soit sa forme, que c'est chiant, mais c'est toujours une question de quantité, de contexte, de fréquence, de récurrence, d'habitude alimentaire au long terme. On pourrait dire pareil pour le fructose, qui est un autre gros sujet. Il n'y a pas d'interdit par rapport au sucre. Et même si on peut élaborer un peu d'un point de vue plus, comment dire, j'ai juste envie de parler du fonctionnement du cerveau. Vous savez peut-être que le cerveau a besoin de sucre. Alors, si on étoffe un peu la réflexion à propos de ça, c'est que le tissu nerveux repose sur le glycogène, sur l'utilisation du glycogène dans son métabolisme énergétique. Même s'il y a les corps cétoniques qui entrent en compte, mais le substrat majeur, c'est le glycogène. Donc, rien que pour ça, on pourrait faire le raccourci que puisque le cerveau dépend du sucre, bah, directement dans son fonctionnement même, dans la définition même qu'on se fait du fonctionnement du cerveau, il y a une dépendance au sucre, donc il y a une addiction au sucre. Mais encore une fois, là, on fait un raccourci avec un terme qui est inapproprié. La dépendance au sucre n'est pas le seul critère dans l'évaluation ou dans le diagnostic d'une addiction. Là, on a sous les yeux le colloque dont je vous parlais qui met en avant les différentes caractéristiques, les différents phénomènes qu'on associe à l'addiction aux drogues. La dépendance n'est pas n'est pas le seul critère. Faites attention aux raccourcis. Je dirais que il y a pas de synonyme. Dépendance n'est pas addiction. On peut pas faire des raccourcis comme ça. Et quand on parle de termes médicaux comme ça, faut prendre des pincettes le plus possible et éviter de se faire des raccourcis ou de se fermer à la consommation de certains produits, juste parce que on nous vend des solutions sans ça. Les régimes qui suppriment le sucre, c'est un autre gros sujet aussi, mais retenez que le sucre, il est quand même intéressant, il est quand même utile, et juste pour le fait de prendre du plaisir dans votre diète, c'est intéressant de trouver un moyen de l'intégrer. Ouais, et puis en plus, ce qui est problématique aussi, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que comment dire, on n'isole pas et on ne se limite pas uniquement au sucre de table ou au sucre industriel. Le problème, c'est que parfois les gens l'étalent aussi aux glucides. Et du coup, en fait, ils suppriment carrément cette catégorie de macronutriments. Et bon, après, on pourra refaire des podcasts, mais on en a déjà parlé dans tous les cas. C'est vrai que dans la plupart, parce que ici, on parle quand même majoritairement de sport, et dans la plupart des activités sportives, le métabolisme glucidique est prépondérant et même est nécessaire pour la performance. Donc, en soi, c'est carrément vous mettre dans des difficultés plus importantes que de supprimer les glucides. Hein. Donc, il faut faire attention avec tout ça. Ouais, ça me fait penser, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais c'était la limite des études basées sur des modèles murins. C'est que quand on étudie des rats et des souris, c'est plus facile d'isoler la consommation du sucre, Ouais. savoir voir qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau quand on consomme que du sucre, alors que chez l'être humain, on l'a dit, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte. Et c'est déjà le truc que vous pourriez retenir pour vous dire que bon, l'étude de modèles murins présente des intérêts, est utile, mais n'est pas suffisante pour tirer quelques conclusions sur le sujet. Quand on est un être humain, qu'on évalue notre mode de vie,
On ne peut pas se contenter de tirer des conclusions à partir des effets de la consommation du sucre, dans la mesure où il y a la consommation d'autres macronutriments et il y a tout un contexte psychologique et social qui entre en compte, qui peut justifier certains effets qu'on est censé observer qu'avec la prise de sucre. Ouais, et puis voilà. comme tu l'as dit, on consomme très rarement du sucre de manière isolée et uniquement du sucre. C'est toujours soit des produits industriels ou transformés, mais qui ont justement une matrice qui est assez mélangée, quoi, et on peut retrouver pas mal de macronutriments. Donc en fait, c'est hyper compliqué de dire qu'il y a uniquement le sucre qui provoque cette addiction. C'est généralement des composés assez riches. Donc voilà, soyez plus cool sur ça, je dirais. Ouais, non, c'est ça. Et si vous voyez des gens qui ont des croyances par rapport à ça, parce que peut-être en fait, on vous parle de tout ça comme si vous étiez, vous posez des questions sur le sujet. Alors si jamais c'est le cas et vous découvrez le podcast, bienvenue. Et on espère que cet épisode vous a plu. Mais si jamais vous êtes plus habitué de notre podcast et que vous renseignez seulement pour, je sais pas, peut-être développer la réflexion ou trouver des arguments qui permettent de convaincre des gens qui ont des croyances un peu dures, ouais, là, il y a peut-être des trucs à tirer de ce podcast-là. Et il faut chercher à aider les gens autour de vous à déconstruire des croyances qui leur seraient nocives, en fait. Et surtout aussi, ce qui est important, parce que je le vois quand même régulièrement, dernier point quand même, mais parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de se baser sur les recommandations et parfois on peut voir peut-être limiter justement les produits ultra transformés, etc. Et encore une fois, c'est tout bête, mais limiter veut pas dire supprimer. Quand on dit limiter, c'est essayer de réduire par rapport à votre consommation initiale, mais encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre, ça paraît bateau, mais c'est la réalité en soi. Donc c'est important, je pense, de le rappeler et de pas construire des peurs inutiles non plus sur certaines catégories. Donc voilà, je trouvais ça important. Ouais, bah putain, je pourrais encore rebondir là-dessus, mais on va s'arrêter sur ça. On espère que l'épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, faites-le nous savoir, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Et lâchez un petit commentaire sur YouTube. Suggérez-nous d'autres épisodes. N'oubliez pas que nous, à côté de ça, à côté du contenu qu'on vous propose, en fait, bon, évidemment, on continue à se former, du coup, on est encore un peu dans les études, mais on pratique aussi. Donc, si jamais vous voulez faire appel à nos services, n'hésitez pas. Trésor, toi, tu bosses sur la nutrition, mais aussi dans le coaching. Ouais. Coaching type muscu, Ouais. sport de force, prépa physique. Ouais. Encore un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Ok, c'est bien. Ouais, et puis bah, moi pour l'instant c'est seulement la nutrition, mais je me prépare aussi à coacher et j'apprends à coacher en haltérophilie. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, même si c'est pas directement pour bosser avec nous, on peut échanger ensemble sur les réseaux, vous trouvez tous les liens en description. Et merci Trésor pour cet épisode, c'était très intéressant. Ouais. On sait déjà l'épisode prochain, on a déjà réfléchi au sujet. Ça fait 2 épisodes qu'on parle nutrition, là on va repasser sur un truc plus programmation. Ouais. C'est ça, planification. Planification. Donc pour la muscu et même les sports de force, on verra comment on étend la réflexion au coaching en général. Donc voilà ce qui est prévu. Et peut-être qu'on essaiera de mettre en place tout ça en live. Si jamais vous êtes chaud, pareil, dites-le. Mais vu qu'on fait des enregistrements one-shot, il suffirait juste qu'avec tout le matos qu'on a, on s'arrange pour avoir un retour du chat et de vos questions. Ça peut rentrer un peu à un cours en visio, mais sur Twitch. C'est un exercice qu'on aime bien et auquel on a envie de se frotter. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Et Trésor, à très bientôt. Ouais, à bientôt et merci à vous.